Ravi de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. Nous sommes le 16 juin 2020. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je reprenais la parole pour partager avec vous cette perle que j'ai trouvée sur le site de l'Institut des Libertés, donc qui est datée du 20 avril 2020, avec pour titre Les économistes existent pour que les astrologues aient l'air sérieux. Alors forcément, on parle des économistes, des astrologues. Il se trouve que sur la chaîne, on a souvent parlé d'économie. D'ailleurs, on l'a souvent associé au signe du taureau, qui est le signe de l'économie réelle. Et bien sûr, quand on parle des astrologues, on est concerné au premier chef, puisque sur la chaîne, on parle à la fois économie, astrologie. On s'appuie très souvent, d'ailleurs, je me suis régulièrement appuyé sur certaines analyses d'ailleurs de l'auteur que vous voyez dessous, qui s'appelle Monsieur Charles Gave. C'est à lui qu'appartient ce site. Et vous voyez d'ailleurs la date donc, de la publication, 20 avril 2020. Donc c'est très intéressant, puisque c'était une date où le soleil venait de transiter tout juste dans le signe du taureau. Alors, cette citation, en tout cas ce titre, mérite forcément un commentaire. C'est un commentaire que je vais apporter dans quelques instants. Pour l'heure, je vais vous laisser avec monsieur Charles Gave qui a des choses à dire, qui sont très intéressantes à écouter concernant son analyse sur la gestion de la crise sanitaire et les raisons pour lesquelles on aurait arrêté l'économie. Bonjour. Bonjour Charles Gave. Alors vous n'êtes pas inconnu de nos téléspectateurs, mais je vais refaire un petit portrait de vous parce que d'abord il naît de nouveaux téléspectateurs tous les jours. Absolument. Puis ensuite dites du bien de moi parce que c'est essentiel. Voilà, mais rassurez-vous. Oui. Alors, comment faire le portrait de Charles Gave? Charles Gave, c'est un économiste, un financier international. Vous avez eu des implantations en Asie, mais vous êtes à la fois international et patriote. Vous êtes européen et anti-euro, vous avez un discours extrêmement sévère sur l'eurocratie et sur l'euro. Enfin, la sévérité, c'est la lucidité en l'occurrence. Bien sûr. Vous êtes libéral et attaché à votre pays, donc personnalité paradoxale, personnalité attachante qui a su attirer autour de lui une audience très forte. Alors évidemment, le record, ça a été lorsque vous avez critiqué nos élites, lorsque vous avez dit que le diplôme ne signifie pas l'intelligence et que le diplôme n'implique pas forcément qu'on sache gérer la France, et a fortiori une entreprise. Et là, vous avez fait 25 millions de vues. C'est incroyable. Oui, vous et moi, nous en sommes encore tout étonnés, et c'était il y a déjà 3-4 ans. Absolument, absolument. Alors, Charles Gave, l'heure est quand même grave, dans la mesure où nous venons de subir une crise sanitaire, sur laquelle j'aimerais vous entendre, mais elle est passée, disons, espérons-le en tout cas, mais la crise qui s'annonce va être encore pire. Je crois qu'il faudra qu'on l'évoque en deuxième partie. Et donc, commençons par le jugement que vous pouvez porter sur ce qui s'est passé, disons, depuis 3 mois, mais en réalité, il y a beaucoup d'antériorité. Oui. C'est une question très, très difficile, parce que la critique est aisée et l'art est difficile. Et l'art est difficile. Donc, je ne veux pas du tout trop charger les gens qui étaient au pouvoir et qui, j'imagine, ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire. Il n'en reste pas moins qu'on savait dès le début, tout de suite, dès que ça a tapé la Chine, que ça ne touchait que, grosso modo, les gens au-dessus de 60 ans et souvent qu'il y avait d'autres pathologies. C'est ça. Oui. Donc, très bien, on savait ça. Et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris une mesure toute simple, c'était de dire aux gens de plus de 60 ans, dont moi par exemple, écoutez, restez chez vous, protégez-vous et tout, et qu'on a foutu la paix aux autres, parce que pour les autres, c'était guère plus qu'une grosse grippe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va d'ailleurs, le mot avait été d'ailleurs prononcé. C'était pas plus qu'une grosse grippe. Donc, quelqu'un comme le docteur Raoult, dans son service à Marseille, où il a soigné des tas de gens, il en a soigné, je crois, 6000 ou quelque chose comme ça, n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Ah oui. Pas avec son traitement, etc. Enfin, il n'a pas eu un mort en dessous de 60 ans. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser pourquoi foutre tout le monde en tôle, chez eux, pour protéger des gens qui, de toute façon, sont chez eux et ne travaillent pas, puisqu'ils sont tous à la retraite. Donc, on a arrêté l'économie. Pourquoi? Mais il y a des arrière-pensées. Quelles arrière-pensées? Quelles arrière-pensées? Mais je vois pas qui gagne dans arrêter l'économie comme ça. Je veux dire, après ça, c'est quand même un... Alors, ce que j'ai vu ensuite se développer,
c'est un non-respect de la Constitution absolument aberrant, parce que le droit de réunion est constitutionnel. Absolument. Et donc on nous dit vous n'avez plus le droit de vous réunir. Mais alors ça veut dire que l'État, il y a des moments où l'État peut abolir tout le préambule de la Constitution française, droit, liberté de parole, liberté de mouvement, De culte. liberté de culte, etc. Tous ces droits-là sont abolis en fonction d'un nouveau droit qui est de protéger une partie de la population qui serait en danger. Mais je ne comprends pas que les Français aient voté dans un référendum sur ce sujet-là. C'est-à-dire que l'État s'est emparé d'un droit, le droit de nous mettre en tôle pour protéger la santé de quelques-uns, qui me paraît extrêmement dangereux à moyen terme. Et il a inventé finalement une constitution par intermittence. Oui, c'est-à-dire que la Constitution, on peut la lever quand on veut. C'est gravissime. On peut lever les droits fondamentaux quand on veut. Oui. Enfin, quand l'État le veut. Quand l'État le veut. Avisez-vous de lever ces droits vous-même. Je pense qu'il se Je terminerai en cabane vite fait. Et à juste titre. À juste titre, d'une grande sévérité, voilà. Donc, c'est quand même en effet assez curieux. Il y a eu aussi, je reviens à l'économie. Mais bien sûr. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération, vous me direz à nos téléspectateurs ce que vous en pensez, le fait que nous avons eu un nombre de morts comparable à l'Italie et à l'Espagne, Ou à l'Angleterre. mais avec un budget de la protection sociale, un budget de santé qui est très supérieur à celui, l'Espagne c'est 7%, l'Italie c'est autour de 8%, et nous sommes à 12%. Oui. Donc, avec plus de moyens, nous avons fait aussi mal ou même pire. Alors, si on regarde les pays qui n'ont pas très bien marché dans cette crise, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Italie et nous, et l'Espagne, quelque part, on arrive à la conclusion que les systèmes qui n'ont pas marché sont les systèmes centralisés. Eh oui. C'est-à-dire que où les hôpitaux sont gouvernés par un chef des hôpitaux à Paris, et où, dans le fond, les hôpitaux sont gérés par des élites managériales. On revient sur les élites. Là, on revient sur les élites, et on sait très bien, par exemple, que dans les hôpitaux français, il y a 30% de gens qui ne voient jamais un malade, qui sont simplement là pour remplir des papiers, les envoyer à Paris, pour que Paris voit qu'on a bien le nombre de masques, etc. Donc, dans les autres pays comme la Suisse, l'Allemagne, la Suède, où les hôpitaux sont des espèces... L'Autriche peut-être. L'Autriche aussi. Oui. Où les hôpitaux sont dans le fond des structures décentralisées, où le directeur de l'hôpital fait ce qu'il veut, et le patron il gère littéralement son entreprise sans avoir besoin de personnel administratif qui fait des rapports à je ne sais qui. Il semble que la crise ait été beaucoup moins grave. Par exemple, encore une fois, l'hôpital de Raoult à Marseille, Méditerranée-Provence, je ne sais plus comment il s'appelle, est une fondation qui est complètement... et j'imagine que c'est pour ça que les forces de centralisation avec M. Lévy ont agressé M. Raoult, parce qu'il agace, il est indépendant. C'est le vieux truc, si vous voulez, du roi contre les féodaux, quoi. Voilà, l'oligarchie contre ceux qui lui échappent. Ceux qui lui échappent, ceux qui sont indépendants. Voilà. Encore une fois, on découvre dans la classe politique française cette espèce de haine de la liberté. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire, Charles Gauss. C'est très grave. Vous ne trouvez pas? Mais je pense que c'est en effet ça, puisqu'il suffit de consulter d'ailleurs la liste des hauts fonctionnaires de la santé. Mais il y a un nombre de directions mais inimaginable. Impressionnant. Et je suis sûr ils signent des papiers, ces gars-là. Alors, vous pourrez bien sûr poursuivre le visionnage de cette vidéo dans l'intégralité si elle vous intéresse. Je la mettrai en lien dans la partie description. Revenons à ses propos. Donc, vous avez vu qu'il est quand même assez indulgent finalement, beaucoup plus en tout cas qu'avec ses collègues, puisque là vous voyez qu'il les égratine, en même temps qu'il égratine également les astrologues au passage, puisque vous avez vu, c'est quand même... On reconnaît bien le brin d'humour et le côté facétieux du mercurien, puisque Charles Gave est du signe de la Vierge avec une lune dans le signe du Gémeaux. D'ailleurs, en ce moment, au moment où je vous parle, nous avons le soleil dans le signe du Gémeaux. Et donc, c'est vrai qu'on retrouve ce petit côté grinçant. Les économistes existent pour que les astrologues aient l'air sérieux. Donc là, je vous laisserai bien sûr lire, vous allez voir. Ils en prennent pour leur grade, ces collègues. Et là, vous avez vu que par rapport au gouvernement, il est quand même assez indulgent. Donc c'est assez surprenant, puisque je l'ai vu beaucoup plus offensif. D'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on retrouve beaucoup, vous l'avez entendu. Il a beaucoup de succès sur la toile, parce que c'est vrai qu'il a la particularité de savoir vulgariser, de mettre à la portée du commun des mortels des notions économiques et financières souvent extrêmement complexes. C'est quelqu'un qui parle cash. Vous avez vu qu'il vous dit, bon, on a mis en tôle
tout le monde, hein. C'est d'ailleurs une expression qu'on a plus ou moins utilisée. On avait fait ce petit jeu de mots, ce petit trait d'humour, hein, au moment où nous étions en quarantaine, où je parlais de stalag. Si vous vous souvenez, je disais que je creusais donc dans mon stalag, hein, pour échapper à cette donc à cette mise en quarantaine. Et on aurait aimé justement entendre des gens comme ça pendant la période, c'est-à-dire au mois de février, ou en tout cas surtout au mois de mars, hein, au moment où il y a eu ces décisions complètement ubuesques, hein, qui ont été prises. Malheureusement, là, vous pourrez faire fonctionner les magnétos. Pourtant, il vous dit bien, on savait que. Donc ça veut dire qu'il savait, lui et d'autres. Mais pourtant, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi après la bataille? Vous voyez? Donc là aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'idéologie que cet économiste défend, c'est-à-dire qu'en fait, il a des analyses très pertinentes. D'ailleurs, je me suis souvent servi, ce que je vous disais, hein, donc de certaines de ces analyses pour venir appuyer certains raisonnements astrologiques. Mais c'est quelqu'un qui s'arrête, hein, et d'ailleurs, il l'assume complètement. Il l'a déjà dit dans une émission que j'ai déjà vue, où il explique que pour lui, jusqu'à Maastricht, hein, tout va bien au niveau financier. C'est à partir de Maastricht, hein, et surtout du traité de Lisbonne, que tout a commencé à déconner. Et en réalité, alors là, on pourrait regarder toutes les vidéos, tous les articles, hein, qu'on a produits. Nous, ça fait un moment qu'on explique qu'il faut aller au-delà. Hein, que c'est tout le système financier qui est une vaste escroquerie, hein, qui a été mise en place depuis maintenant plusieurs décennies. Hein. Si on remonte je dirais à la fin du système de Bretton Woods, donc ça ferait 50 ans. D'ailleurs, vous pourrez voir que la nouvelle directrice, hein, du FMI a parlé de reset, hein, donc à la suite justement donc de cette crise sanitaire tout récemment. Et parallèlement à ça, vous avez vu également des articles paraître sur les riches, hein, où il y a des analyses où on s'intéresse à qui sont les riches. Et ça, c'est un thème qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, et notamment, pas plus tard qu'il y a 3 mois, on a produit une chronique là-dessus, justement. Parce que c'est vrai qu'on entendait souvent ce son de cloche, ou du moins on voyait de nombreux articles paraître en vous disant « il faut taxer les riches, il faut taxer les riches ». Et je voyais tout le monde sur la toile dire « youpi, on va taxer les riches ». Et quand vous voyez qui sont les riches, là je vous laisse aller regarder les articles, vous verrez, hein, c'est ce qu'on disait dans nos vidéos, hein. Ce sont des ménages finalement qui sont pas si riches que ça, hein. Quand vous voyez quelqu'un célibataire qui touche 3400 €, c'est pas ce qu'on peut appeler un ultra riche, quoi. Et donc pourtant ils sont classés dans cette catégorie des 8,1% de la population, donc qui représente 5 millions de personnes. Donc ils sont dans le collimateur, vous voyez, pour aller les spolier. En fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que, pourquoi, et là je vais répondre justement à la question de M. Chargave, sur laquelle il a assez vite botté en touche, hein. Il a posé la question, le journaliste lui a dit, mais il y a des arrière-pensées, et justement c'est dans toutes ces arrière-pensées-là qu'il faut aller pour comprendre pourquoi justement l'économie a-t-elle été mise à l'arrêt. C'est pour ça que c'est assez insupportable d'ailleurs d'entendre soudainement qu'on vous met donc en face, hein, on vous met l'économie face à la vie, c'est-à-dire qu'on a voulu arrêter l'économie pour préserver la vie, et c'est un argument qui est sans arrêt asséné par les journalistes, et il n'y a rien de plus faux, et je vais vous en reparler de suite. Je vous invite à lire sur le blog un article intitulé « Jeff Bezos, l'homme qui valait 1000 milliards de dollars ». Un petit clin d'œil également à cette série d'anticipation fin des années 70-80, l'homme qui valait 3 milliards, avec Lee Major qui jouait Steve Austin, le colonel Steve Austin, hein, qui avait eu un accident, qui était astronaute et qui a été réparé en tout cas. Donc on lui a remplacé le bras avant, les 2 jambes et également un œil bionique, hein. Donc c'était, vous voyez, anticipation. Et donc là, cet homme, hein, Jeff Bezos, donc là vous avez, d'ailleurs c'est vrai que quand on regarde les photos, on a l'impression d'avoir affaire à un cyborg, hein. Vous voyez, sur cette photo-là, on a l'impression que c'est un mannequin. Et donc, quand vous lisez cet article-là, je vous en lis quelques extraits. Pendant que l'économie réelle s'est appauvrie, les GAFAM se sont au contraire fortement enrichis pendant cette période de crise sanitaire. Donc GAFAM, hein, vous le savez, c'est l'acronyme qui désigne les géants d'Internet et de l'économie numérique: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc là, vous avez d'ailleurs l'article du Ouest France du 22 mai dernier qui titrait « Coronavirus, ces milliardaires qui se sont enrichis pendant la crise ». Donc là, vous avez des chiffres gigantesques, hein, de Mark Zuckerberg, d'ailleurs de Facebook, qui collabore d'ailleurs avec l'État, hein. Donc ça, on l'a déjà expliqué, hein, avec la relation
Saturne qui symbolise l'État, maître du Capricorne. Capricorne, on a Jupiter-Pluton. Donc qui transfère au privé, Saturne, qui transfère tout le régalien au privé. Donc du fait qu'on retrouve Saturne dans le signe du Verseau. Donc là, vous avez voilà, ces chiffres quand même assez mirobolants. Donc on voit que leur fortune, depuis le début de l'épidémie seulement, a augmenté. Donc là, vous voyez la palme, bien sûr, c'est monsieur Jeff Bezos qui arrive, vous allez voir, donc en première position avec ces chiffres qu'on ne peut même pas lire tellement ils sont gigantesques. Alors je mettais, donc pendant que les richissimes propriétaires des entreprises, des commerces en ligne, Verseau, ils ont eu, si vous voulez, la part belle, ils ont eu des affaires très florissantes, par rapport à cette économie Taureau qui en revanche a été à l'arrêt. L'économie Taureau a eu ce coup de marteau, j'allais dire le marteau et la faucille, vous voyez le marteau de Saturne et la faucille, le sécateur du système solaire Uranus dans le signe du Taureau, donc il prenait en tenaille l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie Taureau-restauration, c'est le Taureau. L'industrie du tourisme, alors là c'est la relation entre Vénus, d'ailleurs qui est dans le signe du Gémeaux, signe du commerce, Vénus en ce moment, au moment où on se parle, qui est dans le signe du Gémeaux, qui est le signe du transport aussi, qui est le signe du commerce, donc il y a bien cette relation étroite. Donc là d'ailleurs on a les commerces qui réouvrent au moment où on est en train de se parler progressivement, il y a une réouverture, donc toute cette économie-là, elle est ruinée. Les bars, d'ailleurs les discothèques aussi, déjà auparavant il y avait eu pas mal de restrictions sur les discothèques également. Donc en fait, c'est tous les endroits où ça permet de créer du lien social aussi, puisque vous avez les restaurants, c'est là où on crée du lien social. Les discothèques, c'est pareil, même si c'est pas la panacée, mais pour se rencontrer, c'est les bals, etc. Les bars, c'est là où on fait les rencontres aussi amoureuses. Et là, on retrouve, vous voyez, le Taureau. Finalement, tout se rejoint, puisque le Taureau, c'est aussi le signe de l'amour, avec Vénus. Donc on a eu, vous voyez, pendant toute cette période-là de confinement, 1 jeune sur 6 a été privé d'emploi avec la crise du Covid-19, et la crise elle est devant nous de toute façon, et puis nous avons eu également 38 millions d'États-Uniens qui ont été licenciés. Donc c'est du jamais vu depuis la crise de 29. Donc là on voit que l'histoire se répète. Donc en 2020, c'est 600 milliardaires américains qui ont vu leur fortune croître de 434 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 15%. Vous voyez, pendant que le PIB dégringole, de manière générale, c'est-à-dire l'économie réelle, là vous avez une culbute. Et là vous voyez le classement. Voilà, monsieur Jeff Bezos, vous voyez la culbute que ces gens-là ont fait au détriment de l'économie réelle. Et il faut savoir que monsieur Jeff Bezos pourrait devenir, à l'âge de 62 ans, donc à l'horizon 2026, le premier trillionnaire donc de l'histoire. Et il pourrait y avoir, d'ici quelques années, d'autres grandes fortunes, 11 grandes fortunes, qui pourraient aussi devenir donc, des gens extrêmement fortunés. Alors, si on continue, il y a aussi, il faut parler de la stratégie, comment ces géants d'Internet et ces cartels se sont enrichis. Première stratégie, l'anticipation financière et boursière. Donc là, vous avez un article de BFM Business donc, qui vous explique comment Jeff Bezos et ses petits copains ont vendu leurs actions, donc et pas qu'un peu, 3,4 milliards de dollars d'actions Amazon juste avant la crise. Donc là, vous retrouverez l'article. Donc là, j'ai cité l'article en question, je cite l'article, vous retrouverez les références à la fin de la publication. Donc c'est le Wall Street Journal qui révèle le poteau rose. En examinant plus de 4000 déclarations relatives à des ventes d'actions de la part des dirigeants cotés entre le 1er février et le 19 mars, verdict, ils ont bien anticipé le krach et ont vendu pour un total de 9,2 milliards de dollars de titres de leur propre société, évitant des pertes potentielles d'un montant de près de 2 milliards d'euros. Donc pendant que l'indice boursier SP500 a chuté, lui, de 30% sur la période. Et l'article renchérit en écrivant, c'est ce qui s'appelle avoir le nez creux, ou connaître les belles personnes. Donc moi, ça me fait un peu doucement rire. Quand on voit avoir le nez creux, on a l'impression qu'ils ont eu une intuition, limite, ce sont des médiums, alors qu'en réalité, ils étaient tout simplement au courant. Alors dans nos prévisions astro-boursières du 16 octobre 2018, je le dis pour les nouveaux abonnés qui nous rejoignent, et je les salue au passage, qui ont été réactualisés d'ailleurs dans les prévisions de l'année 2020, nous avions donné les dates du 19 janvier, ça c'était le 16 octobre 2018, et le 4 février c'était juste avant donc le début donc de l'année 2020.
Et donc c'est vrai qu'on est tombé plutôt juste, hein, puisque on a bien eu donc, cette dégringolade des cours de bourse, mais surtout la plus grosse dégringolade, hein, ça a eu lieu le 12 mars 2020, donc au lendemain de la lune, c'était la pleine lune en Vierge, hein, Vierge-Poisson bien sûr, avec cette conjonction, quasi-conjonction Soleil-Neptune. Donc vous aviez la bourse de Paris qui avait enregistré la plus importante chute de son histoire. Et nous avons expliqué sur la chaîne, hein, dès le début de la crise sanitaire du coronavirus, qu'en réalité, cette crise financière donc, a été masquée par la crise sanitaire. Hein, ce psychodrame sanitaire était là à la fois pour déclencher, donc c'est un effet déclencheur, mais en même temps un effet pour masquer, puisqu'en réalité, donc le système financier, depuis très très longtemps, hein, il est maintenu sous assistance respiratoire, on l'a dit à maintes reprises, sous perfusion. Donc là, vous pourrez revoir toutes les chroniques que l'on a faites, et ça ne pouvait pas tenir indéfiniment, et de toute façon, dans l'agenda, il fallait changer. Là, on est justement dans cette séquence-là où on va changer de système financier. Alors c'est pour ça qu'on nous parle de reset. Donc il faut trouver un prétexte. Vous pensez bien que ces financiers, ceux qui ont produit ce système financier qui est une véritable escroquerie, hein, qui a siphonné toutes les forces vives des nations avec tout ce système d'argent-dette, hein, des taux d'intérêt, etc. Donc ce qui a siphonné aussi, vous voyez, les services publics, hein, en tout cas les capacités de s'auto-financer, de pouvoir justement avoir de l'équipement, des personnels soignants, plus de personnel, etc. Tout a été savamment pensé depuis longtemps, vous voyez, ça prouve bien que le coup a été préparé depuis très très longtemps pour arriver justement dans cette situation, pour que tout se corrobore, pour que le système hospitalier, donc qui est un des révélateurs justement, hein, de la crise globale, hein, de l'État-nation, de l'État, des fonctions régaliennes de l'État, hein, qui ne vont plus, qui n'arrivent plus à fonctionner, qui n'arrivent plus à répondre justement à cette crise dont on sait aujourd'hui que cette crise sanitaire, on sait que c'est sorti des laboratoires, hein, de Wuhan. Donc là, vous avez plein d'articles, hein. J'ai produit là récemment un article qui reprenait des éléments de France Soir, qui viennent vous confirmer donc, ce que l'on a dit depuis le début. D'ailleurs, elles reprennent les éléments d'une vidéo qu'on avait produite, hein, qui a été reprise sur hellohello.fr, donc qui vous parle de Inovio, qui vous parle des différents auteurs, hein, qui ont travaillé, différents spécialistes, différents chercheurs qui ont travaillé justement à l'élaboration donc, de ce virus. Donc on voit bien en fait, hein, que tout est manigancé, voilà, à tout point de vue. Bien sûr, M. Charles Gave ne peut pas le dire de par sa position, c'est quelqu'un donc, qui lui a une critique de l'euro, et il amène progressivement, il fait partie de l'équipe, entre guillemets, pour moi, rouge. Hein, c'est l'équipe du côté de Trump et compagnie. Hein, il est là pour nous amener vers ce, vous vous souvenez, vin rouge et vin vert. Hein, dans la couverture de The Economist 2020, hein, on a bien le rouge et le vert. Et donc on doit faire ce choix. En tout cas, c'est ce qu'on nous impose. C'est-à-dire que progressivement, on nous impose un choix cornélien, on doit être soit rouge, soit équipe verte. Alors parfois, on peut avoir aussi, hein, des intérêts, on va peut-être être un peu rouge et vert d'un côté, mais tout nous amène justement à nous opposer, à voir ce monde bipolaire. Et d'ailleurs, vous voyez qu'à un moment donné, M. Charles Gave vous parle de ce conflit entre le professeur Raoult, qui lui fait partie à une fondation, qu'il est plus autonome, et il explique qu'il y a eu cette haine à cause de ça, alors qu'en réalité, tout est manigancé aussi pour créer ces fameuses querelles de chapelle, pour diviser, pour créer, sous le prétexte, hein, de cette crise sanitaire, pour morceler, pour archipéliser encore plus les territoires, vous voyez, pour briser l'État-nation. Parce qu'en réalité, on peut très bien avoir un État centralisé, un État stratège, qui laisse de l'autonomie au niveau local, mais qui est intelligent, quoi, vous voyez, un État stratège intelligent. Mais sauf que là, ils ont mis volontairement à la tête de nos États des gens qui sont là pour saboter le travail, quitte à ce qu'eux partent à un moment donné, soient recasés ailleurs, etc., pour ensuite laisser la nouvelle équipe arriver, et puis surtout préparer le terrain pour que dans le futur, les gens demandent à ce qu'il y ait une gouvernance mondiale, puisque ce sera tellement le chaos sur le plan national, puisque c'est le but, hein, de casser les États-nations. Donc le but, c'est de morceler, qui est justement cette forme de féodalité, qui est même des sécessions. Donc là, on retrouve bien le taureau, signe de la territorialité, avec Uranus. Donc on avait expliqué qu'Uranus viendrait séparer les territoires. Donc d'ailleurs, on a eu cette séparation de fait, sous le prétexte, vous voyez, de
cette crise sanitaire, où on retrouve bien l'état d'urgence, Saturne, donc il vient mettre ce coup de marteau sur Uranus. Donc il crée cette dissonance saturno-uranienne, Saturne dans le signe du Verseau, et Uranus dans le signe du Taureau, qui vient, encore une fois, vous voyez, rajouter un coup de boutoir supplémentaire pour diviser, encore une fois, les territoires. Vous avez vu que monsieur le professeur Raoul a suivi son expérience. Vous voyez, c'est comme s'il avait fait sécession de fait, hein, en tout cas sur le plan médical. Et il y a eu également j'ai vu d'autres initiatives, notamment du côté des Antilles, je crois. Hein. En tout cas, on a vu ça aussi, si vous vous souvenez, concernant l'affaire du glyphosate. C'était pareil, hein, on avait produit une chronique hein, sur la désobéissance civile. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez un État tellement féroce, hein, qui prend des mesures tellement ubuesques que les gens sont obligés de faire sécession. Donc chaque territoire va gérer ses affaires comme comme il le peut, comme il l'entend, donc ça veut dire que ça va être disparate. Et là, on retrouve bien le Verseau. Le Verseau, c'est un signe qui est très paradoxal, c'est-à-dire on retrouve le tout et son contraire, on retrouve des mosaïques. C'est exactement ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que progressivement, tout devient une mosaïque, et y compris également sur le plan de la monnaie. Vous voyez, à un moment donné, l'euro va exploser, on va retrouver différentes monnaies nationales, donc qui vont cohabiter avec des crypto-monnaies, avec des devises électroniques, avec du troc, ça va être vraiment, vous voyez, une période où il y aura un peu tout et son contraire. C'est pour ça que c'est très difficile, en fait, de vous parler de la période qui arrive, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient que je vous parle du futur, parce qu'en réalité, c'est une période qui sera très inégale, quoi. Hein. Ça va être ça va éclater un petit peu dans tous les sens. Ce sera beaucoup plus difficile à décrypter que cette période-là que l'on vient de vivre, hein, qui est une période capricornienne, où on a Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, mais quand on aura le Verseau, quand on aura vraiment tous les éléments Verseau, et également le Poisson, puisqu'on va avoir également Saturne autour de 2023, donc au mois de mars 2023, on aura Saturne en Poisson également, plus Pluton en Verseau, donc là ça nécessite beaucoup de nuances. On ne peut pas dire ça va être comme ça, et puis c'est tout d'un bloc. Non, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà un petit peu donc quelques tenants et aboutissants pour répondre justement à l'interrogation de monsieur Charles Gave. Avec ces nouveaux éléments qui sont sourcés, vous avez de quoi aujourd'hui argumenter auprès de vos proches, en tout cas de ceux qui répéteraient les mantras entendus à la télévision ou de la part de notre gouvernement qui vous explique qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils ont dû faire ce choix cornélien, pour une fois, de mettre de côté l'économie pour sauver des vies. Donc là, vous savez qu'il n'y a rien de plus faux. C'est vrai que c'est un argument qui est très puissant et qui joue beaucoup sur la fibre émotionnelle quelque part, hein, puisque vous avez tous une connaissance de nos dirigeants politiques, on sait combien ils sont attachés à leur sacro-saint point de PIB, point de croissance, et donc vous vous dites que si M. Trump, M. Macron, Mme Merkel ont décidé de mettre l'économie à l'arrêt, et que vous avez même eu d'ailleurs les instances de football, la FIFA, l'UEFA, qui ont reporté les compétitions, etc. Donc c'était que la crise, je dirais, sanitaire était tellement grave. Et surtout quand on se réfère à M. Ferguson, qui prédisait 500 000 morts en France, par exemple. Donc par contre, il faut creuser, il faut voir qui est ce monsieur Ferguson, quand vous voyez que c'est quelqu'un qui fait partie de l'Imperial College, qui est financé par Bill Gates. Vous voyez également, c'est quelqu'un qui a commis énormément de bévues auparavant. Normalement, il ne devrait même pas être conseiller scientifique, vu les bêtises qu'il a fait dans le passé. Je vais vous lire l'extrait d'un article qui a été posté sur le site Action Française, qui est un site apparemment dissident, d'obédience plutôt monarchique. Donc, qui vous parle de M. Ferguson? Donc la réponse se trouve peut-être dans la méconnaissance des décideurs du domaine des statistiques et dans la confiance aveugle qu'ils placent dans un homme, Niall Ferguson, docteur en physique quantique, qui a appliqué ses connaissances statistiques du comportement des particules élémentaires au domaine de la biologie à partir de la crise de la vache folle. Cet homme bénéficie d'une influence incompréhensible compte tenu des multiples erreurs qu'il a pu commettre dans le passé dans ses prédictions. C'est lui qui a convaincu Tony Blair d'abattre 6 millions de bovins outre-Manche en 2001 pour lutter contre la vache folle. De nombreux spécialistes à l'époque et depuis se sont élevés contre cette décision infondée. En 2002, il a annoncé la mort de 50 000 sujets de sa gracieuse majesté à cause de la vache folle et 150 000 de plus
quand elles seraient transmises aux moutons. Ils furent finalement 177. La prédiction suivante concernait les décès liés à la grippe aviaire. Il en avait fait la prédiction de 65 000. Et finalement, il n'y a eu que 457 personnes qui sont mortes. Il semblerait donc que ce soit un spécialiste des modèles pessimistes. Malgré cela, il est devenu le conseiller de la Banque mondiale, de nombreux gouvernements et de l'OMS. Voilà, c'est à la suite de l'entretien qu'il a eu avec Boris Johnson que celui-ci a changé radicalement de position. C'est également après avoir discuté avec Emmanuel Macron le 12 mars et lui avoir prédit 500 000 morts en France que ce dernier a fait immédiatement fermer les écoles. Alors ce qu'il faut comprendre au travers de cet article-là, c'est qu'on a présélectionné un geek, quelqu'un en fait qui est complètement à côté de la plaque, qui fait des prédictions volontairement alarmistes. Comme ça, c'était plus facile de lui faire porter le chapeau à lui, alors qu'en réalité, tous les dirigeants sont dans la confidence. C'est-à-dire que vous aviez ce jeu de rôle. D'abord, vous avez Trump qui vous dit « Non, je ne veux pas arrêter l'économie ». Tous ont eu cette posture-là au départ. Et puis après, vous avez le grand spécialiste qui arrive, alors qu'il y en a d'autres qui auraient très bien pu être consultés également pour prendre une décision aussi importante. Mais non, on s'est focalisé justement sur cette personne-là qui a la fâcheuse tendance à faire des prédictions alarmistes. Voilà comment on se dédouane. Voilà comment M. Macron s'est dédouané finalement. Il dit « c'est pas de ma faute. Si ce monsieur, en plus, il a été pris en flagrant délit de ne pas respecter lui-même le confinement que lui-même préconise en allant voir sa maîtresse. » Donc vous voyez un petit peu la supercherie. Donc pour moi, en réalité, ils sont tous dans la confidence. Mais voilà, ils trouvent un alibi, encore une fois, en la personne de M. Ferguson, qui lui-même, en plus, fait partie de l'Imperial College, qui est financé par M. Bill Gates. Nous arrivons au terme de cette première partie de vidéo. Je vous propose de nous retrouver sur une deuxième partie, où là, je n'apporterai pas de commentaires particuliers, si ce n'est que je vais laisser la parole à Madame Valérie Bugeaud. J'ai sélectionné quelques passages qui viennent justement apporter donc un complément à ce que l'on vient de dire, et qui viennent aussi surtout répondre à M. Charles Gave, les raisons profondes, les causes profondes pour lesquelles on a arrêté l'économie. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres aventures.